On va commencer parce que la journée s'étire, elle n'est pas finie. Donc je vous laisse vous installer et je vous présente, vous connaissez certainement déjà Emmanuel Vignolet, professeur en psychologie et orientation, responsable de l'EPN 13, co-responsable du laboratoire de psychologie et de l'orientation. Emmanuel, dans tous ses axes de recherche, travaille énormément sur les émotions, l'attachement, le rapport à l'orientation, le décrochage, voilà. Elle est dans plusieurs axes de recherche et aujourd'hui, elle vient nous parler de la question des émotions. Est-ce que ces émotions participent-elles à l'émancipation des élèves ? Tout le monde m'entend ? Tout le monde m'entend bien ? Ok. Et tout le monde voit bien le PowerPoint ? Ok. Alors merci déjà aux organisateurs et aux organisatrices de m'avoir invité pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. J'espère que ça vous intéressera également et donc qui va porter, comme l'a évoqué Karine Chattard, sur la question des émotions. Alors pour commencer à traiter ce sujet, je vais rappeler un petit peu rapidement le contexte actuel qui est très bien décrit dans le résumé de ces journées à Psy-UN et qui est marqué, comme vous le savez, comme tout le monde le sait, par un grand nombre de changements, changements climatiques et dégradation de l'environnement, voilà, l'émergence de l'intelligence artificielle et toutes les conséquences sur la précarisation de l'emploi, la peur de la précarisation de l'emploi, de la destruction de l'emploi, l'invention d'armes autonomes ou encore la surveillance généralisée, les vagues migratoires également qui suscitent de l'insécurité à différents niveaux, la mondialisation, les pandémies à venir, on en a déjà eu une, mais il est possible, compte tenu de la dégradation de l'environnement, qu'il y en ait d'autres, les transformations géopolitiques, etc. Alors tout ce climat, alors je vois qu'il y a des diapos qui ont disparu, mais pas très grave. Tous ces changements, c'est l'amorce en fait d'un monde nouveau, avec de nouvelles règles qui vont avoir des conséquences sans doute importantes sur les trajectoires de vie futures. Et en même temps, il est difficile d'anticiper pleinement dans quelle mesure, quelles vont être précisément ces conséquences. Donc on vit dans un monde relativement incertain et on sait qu'il y aura dans ce futur de nombreuses transitions et notamment de nombreuses transitions professionnelles, comme ça a été évoqué tout à l'heure dans la conférence précédente. À titre d'exemple, ce que l'on constate dans une revue comme le Lancet Planetary Health, c'est qu'on sait que 56, pour ce qui est du réchauffement climatique, 59% des jeunes entre 16 et 25 ans sont très inquiets ou extrêmement inquiets de ce réchauffement climatique. Et 42% des Français disent avoir peur de voir leur emploi supprimé à cause de l'intelligence artificielle. Alors donc ça génère un sentiment d'insécurité et beaucoup de peur et d'anxiété. Et à côté de cette peur et d'anxiété, beaucoup de ces transitions génèrent également d'autres émotions. Comme vous pouvez le voir ici sur l'enquête qui était faite par la revue en question, dans 10 pays et sur 10 000 jeunes adolescents entre 16 et 25 ans, ça génère également de la tristesse en premier lieu, de la colère, de la détresse, de la culpabilité, de la honte, du désespoir, de la déprime et quand même aussi un petit peu d'optimisme. Alors, comment faire des choix dans un tel contexte ? Comment dessiner son avenir, et notamment son avenir scolaire et professionnel ? Quel rôle jouent les émotions dans ce type de contexte ? Et plus généralement, en quoi ces émotions elles peuvent constituer un atout, mais aussi une résistance à l'émancipation dans la construction des parcours scolaires et professionnels ? Pour y répondre, il faut faire un petit détour sur ce que c'est qu'une émotion et comment se produit le processus émotionnel. Une émotion, c'est une réaction qui résulte de l'interaction entre un stimulus, donc au sens large du terme, ça peut être une situation, un événement particulier, une information, un contexte spécifique qui survient, et les caractéristiques
de l'individu et tout ce qui fait cet individu, c'est-à-dire son histoire, ses expériences passées, ses aspirations, sa personnalité, ses besoins, ses intérêts, aussi ses attachements. Une émotion se déclenche lorsque plusieurs éléments interviennent. Parmi les éléments qui interviennent dans le déclenchement de cette émotion, il y a notamment la nouveauté. Donc, dès qu'un événement survient, il va être examiné sur le plan de sa prévisibilité, sa familiarité, sa nouveauté. Plus il est nouveau, moins il est familier, plus il est imprévisible, plus il a de chances, de risques de susciter des émotions relativement intenses. Il était également évalué sous l'angle de sa tonalité plaisante ou déplaisante. Et il est également évalué sous l'angle de son rapport avec les buts poursuivis par l'individu. Enfin, un quatrième élément important, qui joue un rôle dans l'émergence de ces émotions, c'est le potentiel de maîtrise de l'individu par rapport à l'événement. Je vais revenir sur ces deux derniers éléments qui sont très importants. Qu'est-ce que c'est que le rapport entre les buts et l'événement ? Un but, c'est une opération d'anticipation, un état qu'on souhaite atteindre. Et au quotidien ou tout au long de la vie, on poursuit généralement, souvent, de nombreux buts. Des buts multiples et qui sont poursuivis en parallèle et qui sont souvent plus ou moins implicites, plus ou moins conscients. Ces buts sont souvent des buts généraux qui sont sous-tendus par l'accomplissement d'un certain nombre de buts intermédiaires. Et par exemple, exercer un métier, c'est un but qui répond à ses besoins. Exercer un métier qui répond à ses besoins, à ses aspirations, à ses intérêts. Et c'est un des buts que la plupart des individus poursuivent. Et pour le réaliser, il faut passer par toute une série de buts intermédiaires, être présent en cours, passer des examens, élaborer des vœux d'orientation, accéder à la formation de son choix, etc. Dans la poursuite de ces buts, chaque fois qu'un événement survient, il va être évalué au moins sous deux angles. Est-ce que cet événement est pertinent par rapport au but que je poursuis ? Autrement dit, est-ce qu'il risque d'avoir un impact sur les buts que je poursuis ? Si oui, il va déclencher une émotion. Dans le cas de l'orientation, on peut imaginer que les appréciations scolaires dont on a parlé tout à l'heure, ou les appréciations plus générales dans la fiche à venir en terminale, ce sont des événements qui se produisent au cours de la scolarité et qui peuvent avoir un impact sur le projet d'orientation. Il est également cet événement évalué sous un autre angle, c'est est-ce que cet événement est congruent par rapport au but que je poursuis. Autrement dit, s'il est congruent, il s'agit ici de tout événement qui me rapproche des buts, qui facilite l'accès à ces buts. Dans ce cas-là, si l'événement me rapproche des buts, s'il facilite l'accès, il va déclencher des émotions agréables. Si l'événement n'est non congruent, il va déclencher au contraire des émotions désagréables. Donc, tout événement qui constitue un obstacle au but, donc qui entrave les buts ou qui éventuellement freine l'atteinte de ces buts. Plus les buts sont importants pour un individu, plus les émotions vont être intenses. Un autre paramètre qui joue beaucoup dans l'émergence de ces émotions, c'est le potentiel de maîtrise de la situation. Quel contrôle a-t-on de la situation lorsqu'un événement survient ? On a tous le sentiment intime, lorsqu'un événement survient, de pouvoir faire face ou pas, ou plus ou moins faire face, d'être plus ou moins bien préparé à faire face à la situation, d'être plus ou moins prêt à pouvoir en tirer profit. Donc, quelles sont les ressources dont je dispose pour faire face à cet événement ? Croyance en partie largement subjective, puisqu'elle des individus différents, avec, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, une histoire différente, des aspirations, des vœux différents, des intérêts différents, des expériences antérieures différentes, des attachements différents, face à une même situation, vont avoir un potentiel de maîtrise différent et donc vont ressentir des émotions différentes et des émotions d'intensité variable. Donc tout événement, dans le cadre
de la poursuite d'un projet d'orientation, dans le cadre de la préparation ou du déroulement d'une transition scolaire, professionnelle, eh bien, déclenchera certains types d'émotions en fonction des différents paramètres que je viens d'évoquer. Alors, quelle fonction jouent les émotions dans l'ajustement aux situations ? Les émotions, ce sont des signaux qui préparent l'organisme à interagir avec l'environnement. Leurs fonctions essentielles, c'est avant tout donc d'assurer la survie de l'individu, mais également de préserver son bien-être au sens très large du terme, c'est-à-dire, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ses besoins, ses intérêts, ses aspirations, ses attachements, voilà, tout ce qui compte pour lui. Or, s'ajuster à une situation implique de comprendre pleinement et d'interpréter les événements qui surviennent. Pourquoi ? Parce que cela va conditionner en grande partie les actions ultérieures qui vont être mobilisées pour s'y adapter. Donc, les émotions vont induire un état de préparation à l'action. C'est-à-dire qu'elles vont orienter les actions en donnant la priorité à une action ou à un petit nombre d'actions de manière privilégiée. Et ce qu'on sait, c'est qu'à chaque émotion sont associés un état spécifique de préparation à l'action. Par exemple, comme vous pouvez voir sur l'écran, la colère a comme fonction de reprendre le contrôle de la situation, repousser un obstacle, détruire, et pour assurer cette fonction, elle va induire des états de préparation qui consistent à s'opposer, attaquer, blesser, insulter. La peur, l'anxiété ont comme fonction de protéger l'individu, et notamment le soi, lorsqu'il se retrouve mis en danger, et vont donc impliquer des états de préparation comme l'évitement, l'inhibition, la fuite, la paralysie. À l'inverse, c'est bien la joie ou l'enthousiasme ont comme fonction d'explorer, de créer des liens, de s'intégrer sur le plan social, et donc vont permettre de mobiliser ou de mettre l'individu dans un état de préparation à entrer en contact avec les objets, entrer en contact avec autrui, s'approcher. Alors, là, on a vu que les émotions, elles induisent des états de préparation à l'action et en vue, justement, de mobiliser par la suite des actions. Elles ont également une influence très importante sur l'organisation cognitive et donc les processus de pensée, et en fonction, justement, du fait qu'elles sont soit agréables, soit désagréables. Ce que l'on sait au jour d'aujourd'hui, c'est que les émotions désagréables ont en général pour but de concentrer, donc lorsqu'on baigne dans une multitude d'informations, elles vont concentrer les ressources cognitives, comme l'attention, la mémoire, le raisonnement, sur certaines informations en particulier pour les rendre saillantes, et en particulier donc les informations qui sont en rapport avec les obstacles au but. Puisque, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les émotions désagréables, elles émergent lorsque l'individu se trouve confronté à un événement qui va empêcher l'atteinte de ses objectifs. Donc les émotions agréables, elles vont permettre d'activer des ressources spécifiques en vue de mieux comprendre la situation et dans le but également, secondairement, de mobiliser les actions pertinentes pour pouvoir s'adapter à cette situation. On sait par exemple que ces émotions désagréables, elles contribuent à réduire le champ attentionnel. Par exemple, lorsqu'on est anxieux, on va activer un état d'hypervigilance qui va permettre de repérer le plus rapidement possible dans l'environnement tous les stimuli qui sont susceptibles d'être dangereux et donc qui sont en rapport avec les objectifs de l'individu et l'obstacle qui va empêcher l'atteinte de ses buts. De la même façon, lorsqu'on est triste, on active souvent la mémoire de souvenirs désagréables en rapport avec l'état émotionnel dans lequel on est. Alors, à l'inverse,
les émotions agréables qui surgissent dans des situations où justement les buts sont facilités, où on accède plus rapidement au but, ou alors on atteint les buts et donc on est dans une phase d'aboutissement, eh bien elles organisent les processus cognitifs pour rendre l'individu le plus disponible possible par rapport à ses cognitions, et donc elles vont élargir le champ attentionnel. Elles font que les individus sont beaucoup plus intuitifs, synthétiques dans le traitement de l'information. Ils sont beaucoup plus rapides, ils montrent beaucoup plus d'audace pour traiter cette information. Ils font souvent aussi des combinaisons beaucoup plus nombreuses entre différents éléments. En somme, les émotions agréables, elles ont comme fonction de préparer, de rendre disponible l'individu pour entreprendre de nouveaux projets, de nouvelles actions, d'explorer, de créer des liens, avec l'environnement. Donc, émotions agréables comme désagréables, ont toutes les deux de fonctions spécifiques qui permettent de s'adapter à certaines situations et en fonction justement des besoins spécifiques des individus. Alors, quel est le lien entre les émotions, l'orientation et les transitions scolaires et professionnelles ? Alors, on sait peu de choses dans les travaux scientifiques sur cette question. Malheureusement, c'est un thème qui a été assez peu encore développé sur cette question. Donc, on a encore assez peu étudié le rôle de ces émotions. On s'est surtout focalisé dans beaucoup de travaux sur une émotion particulière qui est l'anxiété. Alors, pourquoi l'anxiété ? L'anxiété, elle survient, comme vous le savez, dans des situations qui engagent l'avenir. Or, l'orientation, comme c'est le cas pour l'orientation scolaire et professionnelle. Donc, c'est une émotion d'anticipation et elle est souvent très présente dans les situations nouvelles, les situations qui ont une relative importance ou encore les situations dont l'issue est relativement incertaine. Donc toutes les situations qui ont ce type de caractéristiques, généralement, suscitent en général de l'anxiété. Alors ce que l'on sait sur l'anxiété, c'est qu'elle est liée au processus de décision. Elle influence les processus de décision dans le champ de l'orientation, et en particulier, ce qu'on sait, c'est qu'elle rend plus difficile l'engagement dans des choix d'orientation. Donc en général, plus on est anxieux, plus on est indécis sur le plan vocationnel, et ça se traduit par des conduites d'évitement dans les processus de décision, procrastination, des difficultés à bien identifier comment il faut faire pour pouvoir effectuer des choix, ou encore la peur de regretter les choix effectués. Un exemple d'un propos d'une élève de terminale qui devait élaborer ses vœux au cours du premier trimestre et qui avait des grandes difficultés à les élaborer compte tenu de son anxiété. Dès le début, on nous demandait déjà si on avait des idées, et moi je n'en avais vraiment pas. Je ressentais une certaine pression et ça me bloquait, ça me rendait très anxieuse, et donc j'ai formulé mes vœux très très tard. Un autre domaine dans lequel l'anxiété joue un rôle, c'est la recherche d'informations. L'exploration, alors l'information au sens large, l'exploration identitaire, l'exploration de soi, l'exploration vocationnelle sur les formations, les métiers. Vous savez que c'est comme vous le savez, une étape souvent de la construction identitaire au cours de l'adolescence. Là, les travaux sont parfois inconsistants. Ce qu'on sait, c'est que l'anxiété peut, dans certains cas, stimuler cette recherche d'informations, mais souvent de manière un peu répétitive, compulsive, pour se rassurer, sans pour autant faire que la personne va s'engager dans le choix. Or, souvent, les processus exploratoires sont mis en avant pour ensuite, justement, pouvoir faire des choix plus avisés. Une autre émotion que j'évoque ici, parce qu'elle a été étudiée tout récemment, et ça ouvre un petit peu les perspectives d'études qui ont lieu dans ce champ, qui a été étudiée, donc c'est l'espoir. L'espoir, à l'inverse de l'anxiété, elle est fondée sur la confiance dans l'avenir et sur le fait, dans le sentiment qu'on a une certaine maîtrise dans la réalisation de ses projets. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que cet espoir, il favorise, à l'inverse de l'anxiété, beaucoup au contraire, l'exploration de différentes alternatives permettant d'accès
d'accéder à certains projets d'orientation. Donc en somme, l'anxiété ici, elle alerte surtout sur les difficultés potentielles en vue de s'y préparer, et donc elle va freiner dans ce sens les processus de décision. À l'inverse, l'espoir, il tente à élargir la perception des alternatives de choix qui vont mener à un projet spécifique. Alors, est-ce qu'il existe, puisqu'on a beaucoup de travaux sur l'anxiété, est-ce qu'il y a des variations d'individuelles au niveau de l'anxiété ou entre les groupes ? Bien sûr qu'il y en a, et elles sont souvent relativement fortes. On sait qu'il existe des différences, et ça, quelle que soit la forme d'anxiété, les filles manifestent toujours, démontrent en tout cas toujours, ou déclarent toujours en tout cas des scores d'anxiété plus élevés que les garçons. Dans certaines études, on a pu montrer sur certaines formes d'anxiété plus spécifiques en rapport avec l'orientation, en rapport avec les parcours scolaires et professionnels, comme la peur d'échouer, la peur de décevoir ses parents ou la peur de s'éloigner de ses proches, eh bien, les filles ont des scores plus élevés, significativement plus élevés que les garçons, de manière systématique dans toutes les études. Un autre résultat qu'on a pu trouver dans ce champ, c'est observer des différences entre les milieux sociaux. Même si les différences sont faibles, elles reviennent de manière assez systématique et on observe que les élèves de milieux sociologiquement peu favorisés montrent des scores de peur d'échouer plus élevés et des scores de peur de décevoir les parents plus élevés que ceux des milieux moyens ou favorisés. Alors, une autre question qui s'est posée, parce qu'elle a été peu étudiée, souvent en psychologie, c'est est-ce que les épisodes d'orientation et de transition sont susceptibles d'induire des émotions ? Quel type d'émotions, outre l'anxiété qu'on a pu évoquer ? Alors, dans différentes enquêtes qu'on a pu réaliser sur des adolescents au collège et au lycée, on a travaillé sur un événement en particulier qui est le conseil de classe. C'est un événement, donc, vous savez, institutionnel, qui met les adolescents en position d'anticiper leur avenir scolaire et professionnel. Et les vœux, comme vous le savez, les élèves expriment des vœux d'orientation pour l'année suivante, sur lequel le conseil de classe va se prononcer en donnant un avis plus ou moins favorable. On est intervenu pour faire une enquête 15 jours après l'annonce de ce conseil de classe dans différentes enquêtes et on a interrogé les adolescents sur l'importance qu'ils accordaient à ce type d'épisode, les émotions qu'ils pouvaient éprouver, avec quelle intensité ils pouvaient éprouver ces émotions et quelle était la valence émotionnelle de ce type d'épisode. Est-ce qu'ils le considèrent comme plutôt agréable ou désagréable ? Alors voilà, pour vous donner quelques résultats à partir d'une étude, comme vous pouvez le voir ici sur la première diapo. Pour ce qui est de l'importance accordée à l'épisode d'orientation qui est le conseil de classe, vous pouvez le voir, la plupart des collégiens ou lycéens, plus de 80% en général, considèrent que c'est un événement très important pour eux et pour la suite de leur parcours scolaire et professionnel. Ils sont très peu nombreux à considérer que c'est un événement qui a peu de poids ou peu d'importance dans ce parcours. C'est un élément important puisqu'on l'a vu, l'importance accordée à un événement joue bien sûr sur les émotions qui vont être suscitées et l'intensité de ces émotions. Concernant la valence émotionnelle, ce qu'on constate, c'est que, évidemment, elle varie en fonction du type d'avis que les élèves ont reçu. Et donc, lorsqu'ils reçoivent un avis favorable qui va dans le sens de leurs vœux, ils jugent l'événement plutôt agréable. Lorsque l'avis reçu est défavorable, ils jugent l'événement plutôt désagréable. Plus intéressant, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que l'intensité émotionnelle de ce type d'événement, elle est modérée, mais elle varie là encore en fonction du type d'avis qu'ont pu recevoir les adolescents. Lorsque cet avis du conseil de classe contrarie leurs vœux d'orientation, l'intensité émotionnelle est bien plus forte
perçue pour l'événement bien plus forte que lorsque cet avis va dans le sens de leur vœu d'orientation. Enfin, on s'est intéressé aux différents types d'émotions qu'ils pouvaient ressentir dans ce type de situation. Alors en bleu, ce qu'on peut voir, parce que je ne suis pas sûre que vous le voyez bien sur la diapo, c'est l'avis défavorable, donc les élèves qui ont reçu un avis défavorable, et en orange, ce sont les élèves qui ont reçu un avis favorable. De manière générale, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a une multitude en fait, d'émotions qui sont ressenties, des émotions très spécifiques et très variées dans ce type d'événement, et non pas seulement de l'anxiété, mais que ces émotions, eh bien, là aussi ressenties, elles varient en intensité, comme on a pu le voir pour la plupart de ces émotions, selon l'avis du conseil de classe, et en nature, bien sûr, là aussi, selon l'avis du conseil de classe. Lorsqu'on reçoit un avis défavorable, eh bien, on est en général plus triste, plus déprimé, plus en colère, plus anxieux, plus dégoûté, plus coupable, on se sent plus coupable que lorsqu'on a reçu un avis favorable du conseil de classe. Et inversement pour ceux qui ont reçu un avis favorable. Les deux seuls éléments sur lesquels il n'y a pas de différence, c'est l'attention, la concentration par rapport à cet événement, qui est équivalent dans les deux types, avec les deux types d'avis, ou le niveau de surprise éprouvé par rapport à cette annonce. En conclusion, ce qu'on voit ici, c'est que l'anxiété, elle est souvent associée aux questions d'orientation, et notamment au choix et à l'exploration. On voit également que les épisodes d'orientation de transition sont source d'une multitude d'émotions et pas seulement d'anxiété. Et c'est confirmé par quelques études récentes qui montrent que cette expérience émotionnelle, eh bien, elle est souvent très complexe, puisqu'elle, face à un événement, eh bien, on ressent souvent un mélange d'émotions mixtes qui peuvent parfois cohabiter, et des émotions agréables comme désagréables qui peuvent cohabiter par rapport à ce qu'on ressent à cet événement. Pourquoi et comment? Donc face, on l'a vu, comme on l'a vu, eh bien, les événements d'orientation, les situations d'orientation ne sont pas des événements neutres, en tout cas perçus comme neutres par les adolescents. Et donc, pourquoi et comment ils régulent leurs émotions par rapport à ces événements en les partageant avec autrui. Alors, lorsqu'un événement se produit et que cet événement induit un impact émotionnel, plus ou moins intense, avec des émotions et suscite des émotions variées, en général, se déclenche un phénomène qu'on appelle le phénomène de partage social des émotions. Qu'est-ce que le partage social des émotions? Il s'agit en fait de la réévocation de l'expérience émotionnelle dans un langage socialement partagé et qui implique au moins à un niveau symbolique la présence d'un destinataire. Autrement dit, c'est un adolescent qui va parler de son expérience émotionnelle avec un interlocuteur ou une interlocutrice lorsqu'un événement se produit. Ce phénomène a été observé initialement en fait, dans le cadre d'événements traumatiques, comme peuvent l'être des événements, des catastrophes naturelles ou industrielles, par exemple, ou encore des événements traumatiques personnels. Mais depuis plusieurs décennies, une vingtaine d'années, eh bien, on a pu observer qu'il se produit également dans un grand nombre d'événements de la vie quotidienne. Alors, on a voulu savoir si ce phénomène se manifestait chez les adolescents dans le cadre de leurs épisodes d'orientation scolaire qui pouvaient avoir un impact émotionnel. Et on a voulu savoir avec qui ils parlaient de ces expériences émotionnelles, dans quel délai ils en parlent, avec quelle fréquence et comment ils en parlent. Plus précisément, avec quelle profondeur ils s'impliquent personnellement dans ce partage d'expériences émotionnelles. Alors, avec qui les adolescents parlent-ils de leurs expériences émotionnelles pour ce qui est de leur avenir scolaire et professionnel? Ici, c'est toujours l'exemple du conseil de classe. Les interlocuteurs privilégiés sont bien sûr la mère, l'ami proche ou les copains et les copines, en priorité le père.
De manière plus occasionnelle, bien sûr, les frères ou sœurs, quand il y en a, et puis les enseignants avec qui ils sont en contact régulier, et plus rarement, les psy-EN ou certains membres de la famille élargie. Donc une grande diversité de partenaires avec qui ils partagent leurs expériences à propos de l'orientation scolaire et professionnelle, en priorité avec les proches et les intimes, et puis en second lieu avec un réseau plus élargi en fonction bien sûr des fonctions exercées par ces personnes et des possibilités de contact qu'ils peuvent avoir avec ces personnes. Comment les adolescents en parlent-ils de ces expériences? Dans la plupart des études qu'on a pu mener sur cette question, ce qu'on constate, c'est que ce type d'événement, il est toujours ou presque évoqué au moins une fois avec une personne de cet entourage. Généralement, pratiquement toujours dans un délai très bref, c'est-à-dire soit le jour même, soit 2 jours après. Il est partagé à plusieurs reprises, c'est-à-dire que c'est un partage répétitif, souvent au minimum 2 ou 3 fois, mais avec les partenaires proches ou intimes, ça peut aller jusqu'à 8, 10 fois, voire plus. Donc c'est vraiment un partage social très fréquent. Et il est évoqué aussi, alors là, avec beaucoup de variabilité, plus ou moins d'implication émotionnelle selon les partenaires et selon les adolescents. Lorsqu'ils en parlent, c'est bien sûr pour parler des faits, pour parler du contexte, pour parler des détails de l'événement. C'est également pour parler de ce qu'il signifie pour eux, ce qu'il signifie pour la suite de leur parcours, ou encore pour parler également des émotions qu'ils peuvent ressentir à propos de ce type d'événement, qu'elles soient agréables ou désagréables, les doutes, les inquiétudes, par exemple, qu'ils peuvent ressentir à propos de leur orientation. Pourquoi ils en parlent? Quels sont les bénéfices psychologiques de ce partage? Alors un premier bénéfice qui est lié directement à la nature de l'expérience émotionnelle elle-même, c'est lorsqu'on vit une expérience émotionnelle positive, donc à l'issue du fait, on l'a vu que l'événement qu'on a pu rencontrer, il facilite l'accès à certains buts, là en l'occurrence par exemple au projet d'orientation. Parler de cette expérience positive permet d'amplifier l'état émotionnel positif. Il contribue également à renforcer le soi, l'identité, à renforcer les croyances qu'on peut avoir sur soi, sur le monde, sur autrui, et également à renforcer les liens, la qualité des liens avec l'entourage proche. Une deuxième fonction de ce partage social, et qui prévaut là plus lorsqu'il s'agit d'expériences émotionnelles négatives, donc lorsqu'on vit une expérience négative à l'issue du fait que l'atteinte des buts a été remise en cause, n'est plus possible, ou en tout cas elle a été temporairement empêchée, cette expérience négative elle va remettre en cause tout un système de croyances de représentation sur lequel l'adolescent fondait sa manière de penser le monde, son rapport avec les autres, son rapport avec le monde, sa compréhension du monde et puis les relations qu'il pouvait avoir, sa compréhension de soi. Donc il se retrouve démuni face à cet événement, dans un état de confusion. Et parler de cette expérience émotionnelle négative, elle va permettre d'identifier les éléments de l'expérience, d'organiser ces éléments, de mettre des mots sur les éléments de cette expérience pour réorganiser cette expérience. Et ça va contribuer à donner du sens à l'expérience. Ça va contribuer à restaurer également les croyances et les connaissances qu'on peut avoir sur certains événements, certaines situations particulières. Et ça va permettre en fait progressivement de prendre de la distance par rapport à l'épisode émotionnel. Une troisième fonction associée à ce partage social, c'est que là encore, lorsque on vit une expérience émotionnelle négative, en général, le sentiment de sécurité, l'estime de soi sont fortement amoindris. On ressent souvent aussi un sentiment d'isolement social important. Donc le fait de parler à autrui va permettre d'obtenir
du réconfort, voilà, des manifestations de réconfort, de réassurance, de protection sous toutes les formes possibles, une certaine reconnaissance aussi de ce que l'on vit, hein, et de validation de l'expérience que l'on vit. Et toutes ces formes, toutes ces manifestations de réassurance, elles vont contribuer à restaurer, là aussi progressivement, ce sentiment de sécurité, cette estime de soi, et à se sentir mieux intégré socialement. Alors évidemment, ces bénéfices psychologiques, ils sont conditionnés en fait par certains éléments, par le fait qu'il faut s'impliquer dans le partage social, personnellement. Plus ce partage est profond et porte pas seulement sur des faits, sur des détails de l'événement, mais également sur les émotions, le sens que revêt l'événement, plus on a de chances d'en tirer certains bénéfices psychologiques. Et de la même façon, il repose en grande partie sur l'attitude que peut avoir le partenaire qui reçoit justement, qui écoute cette expérience émotionnelle dans ce partage social, et aussi la qualité des relations qu'on a pu tisser avec ce partenaire. Alors la qualité des relations avec les autrui significatifs, elle joue un rôle relativement important. Comme vous le savez, ces autrui, ce sont les personnes qui comptent pour soi, et donc pour ce qui est de l'avenir scolaire et professionnel, les parents, les amis, les camarades de classe, ce sont bien sûr des acteurs très importants. Et puis, bien sûr, il y a toutes les personnes impliquées dans le système éducatif qui sont également des acteurs importants et des personnes, en tout cas, dans ce domaine qui jouent un rôle important et peuvent être considérés comme des autrui significatifs pour les adolescents. Les relations tissées avec ces personnes, elles varient beaucoup d'un adolescent à l'autre. Elles reposent sur 3 dimensions, principalement: la disponibilité, l'accessibilité et la réactivité du partenaire, justement, dans l'interaction. Est-ce que lorsque l'adolescent est dans ses interactions avec ce partenaire, est-ce qu'il a le sentiment que cet interlocuteur, cette interlocutrice est disponible, réactif, est à l'écoute? Est-ce qu'il se sent proche de cet interlocuteur, cette interlocutrice? Est-ce qu'il se sent suffisamment à l'aise pour évoquer ce qui le préoccupe? Ou encore, le sentiment de sécurité et de réconfort éprouvé dans la relation, c'est-à-dire, est-ce qu'il a confiance? Est-ce qu'il sent qu'il peut compter sur ce partenaire lorsqu'il se trouve dans une certaine difficulté? C'est ces 3 éléments qui vont fonder la relation de confiance. Plus le partenaire se montre disponible, réactif, accessible, se montre proche, se montre prêt à apporter du soutien, du réconfort, plus la relation sera sécurisante. Une relation de confiance, elle favorise l'émancipation. Plus cette relation est sécurisante, plus elle va être une ressource pour affronter un événement, pour pouvoir s'y préparer. Ce que l'on sait, c'est que, et ça a été montré à plusieurs reprises, c'est que cette relation sécurisante, elle permet d'amortir le stress, l'anxiété, lorsqu'on se trouve justement dans une situation source de stress, comme peut l'être une transition scolaire ou professionnelle, ou comme peut l'être le fait d'élaborer un projet d'orientation. Elle permet de maintenir aussi parallèlement les émotions positives, et elle permet également de maintenir, dans le cadre de ces transitions et de ces choix qui sont source de stress, de maintenir l'estime de soi, le niveau d'estime de soi et le sentiment de capacité. En amortissant le stress, donc en diminuant l'anxiété, elle permet de stimuler l'exploration vocationnelle et identitaire, puisque explorer un univers, un nouvel univers, c'est souvent source d'anxiété, c'est souvent stressant, et donc en diminuant le stress par la relation, on va pouvoir stimuler cette exploration. De la même façon, elle va favoriser le processus de choix d'orientation, donc l'engagement dans ce processus de choix. Et comme on l'a vu, elle permet de favoriser le partage social en profondeur. Plus la relation est de confiance, plus on va évoquer avec ce partenaire
en profondeur l'expérience émotionnelle qu'on a pu vivre, si elle est négative, et on va en tirer un certain nombre de bénéfices psychologiques. Les fameux bénéfices que j'ai évoqués tout à l'heure, cognitifs ou socio-affectifs. Alors, quelques éléments, peut-être quelques pistes de réflexion, même si je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais qui prennent appui sur ce que, puisque c'est vous les experts de terrain, mais qui prennent appui un petit peu sur ce que j'ai pu évoquer à partir des connaissances qu'on connaît de cette question, pour favoriser l'émancipation des élèves dans le champ de l'orientation scolaire et professionnelle. Un premier axe, c'est travailler sur les objectifs, les buts poursuivis, puisqu'on l'a vu, l'intensité émotionnelle d'un événement et la charge émotionnelle repose en partie sur l'importance accordée à ces buts poursuivis, et donc l'enjeu de l'avenir scolaire et professionnel pour la suite du parcours. Donc, dédramatiser la situation, notamment en clarifiant les buts et en travaillant sur plusieurs objectifs, tout en essayant de maintenir l'espoir d'accès à certains buts, pouvoir concevoir différentes alternatives possibles par rapport à un projet, par exemple, d'orientation, peut-être faisant ressortir des priorités sur ces alternatives, ce qui permet de diminuer souvent la pression par rapport au projet d'orientation. Augmenter le potentiel de maîtrise de la situation, le contrôle de la situation, comme on l'a vu, puisque la charge émotionnelle, elle est souvent liée au sentiment qu'on a d'être plus ou moins en mesure de faire face à la situation. Et pour cela, et on voit que c'est lié aussi beaucoup à l'anxiété, donc le contrôle de la situation, et donc pour cela, il faut réduire ce sentiment d'insécurité. Alors l'anxiété, elle a ceci de bien, comme on l'a vu, c'est qu'elle alerte sur les dangers potentiels. Lorsqu'elle n'est pas trop élevée, une légère anxiété a certaines vertus, puisqu'elle permet justement d'anticiper les difficultés, de s'y préparer suffisamment à l'avance et de mettre en place certaines actions, d'identifier les différentes actions à mettre en place, anticiper les difficultés, les obstacles, identifier les moyens possibles pour les contrer. Donc elle a certaines vertus, il faut malgré tout qu'elle ne soit pas trop élevée. Si elle est trop élevée, elle va déstabiliser la personne qui va ne pas être en mesure d'anticiper justement cette orientation. Augmenter le sentiment d'efficacité, ça permet aussi de changer la manière de percevoir la situation. Alors ça peut être par exemple en s'appuyant sur l'apprentissage vicariant, les modèles de rôle, les anciens élèves qui ont vécu une situation par exemple comparable et qui ont obtenu par exemple des formations souhaitées. Ça permet de créer de l'espoir en envisageant des possibilités de réussite, ou encore réduire, comme on l'a vu, puisque les émotions sont très liées au rapport entre les buts et l'événement qui survient, et bien réduire la perception de l'écart par rapport au but, en mettant l'accent sur les progrès réalisés, les compétences de l'élève par rapport au projet. On l'a vu, le partage social, mais aussi l'exploration vocationnelle, les processus de choix sont très dépendants des relations qu'on a avec les différents autrui significatifs, et notamment de l'attitude que peuvent adopter ces autrui significatifs dans les conversations, dans la manière dont on partage l'expérience qu'on a pu avoir à propos de son orientation. Là aussi, ce qu'on sait, c'est qu'une attitude dite constructive, active, c'est-à-dire marquée par toutes sortes de manifestations d'intérêt, eh bien, elle permet de renforcer la valeur de soi, le sentiment de capacité, et aussi de renforcer l'état émotionnel positif. Une attitude rassurante, faite de toutes sortes de manifestations, comme on l'a évoqué tout à l'heure, soutien, avis, conseil, compréhension, réassurance, eh bien, elle va favoriser la verbalisation en profondeur de l'expérience, entraîner du coup plus facilement des bénéfices psychologiques, et elle va favoriser aussi parallèlement eh bien, tous les processus d'exploration vocationnelle et de décision. Le recadrage cognitif
Alors, on ne l'a pas encore montré dans les situations d'orientation, on l'a montré dans beaucoup d'autres situations. Lorsqu'on vit une situation stressante, le fait que l'interlocuteur nous aide à repérer certains éléments très positifs de la situation, même si c'est une situation très désagréable, en soulignant, donc permet de souligner les éléments positifs, en apportant éventuellement de nouvelles informations, par exemple, que l'adolescent n'aurait pas sur son parcours et qui lui permettrait d'ouvrir des perspectives, eh bien, ça permet de diminuer la charge émotionnelle perçue qui est associée à la situation. Et puis, bien sûr, s'appuyer sur l'entourage de l'adolescent, comme vous le savez tous, puisque donc, ces différents partenaires, parents, pères, acteurs du système éducatif, dans une relation de confiance, puisque ça permet, là encore, de favoriser la recherche d'informations, l'exploration de soi, et ça favorise le partage social. En particulier, ce qu'on sait, c'est que les amis, les camarades préférés jouent un rôle très important dans la diminution du stress perçu en situation de scolarité. Dans certaines études, on a pu montrer que le taux de cortisol, il diminuait très fortement lorsque un adolescent était en compagnie d'un camarade qu'il aimait bien ou d'un ami qu'il aimait bien dans sa classe lorsqu'il vivait un événement particulièrement stressant, comme par exemple le fait de se faire engueulé par un prof ou agressé par un autre camarade. Eh bien, la seule présence d'un camarade qu'on aime bien ou la seule présence d'un ami permet de faire chuter très fortement le stress. Donc ce sont des recours, les amis, les pairs, avec qui on s'entend bien, avec qui on a des affinités particulières, ce qui n'est pas évidemment le cas de tout le monde. Ce sont des recours importants et donc peut-être travailler sur des activités collaboratives, de partage d'expériences pour renforcer ces liens, créer des liens, pour que le climat, l'ambiance dans la classe puisse être relativement favorisé. J'entendais récemment, je pense que ce n'est pas forcément une tradition qu'on a dans le système scolaire, j'entendais récemment un chef d'établissement qui évoquait lors de la rentrée que moi, en général, pour faire en sorte que personne ne bavarde, je m'arrange pour que ceux qui se connaissent ne soient pas ensemble. Comme ça, je suis sûre d'avoir une classe silencieuse et qui ne va pas perturber le cours. Donc voilà, c'est juste pour dire que cette présence des pairs, des camarades, eh bien, elle est très importante pour les adolescents. Elle leur rend plus facile la vie au collège et au lycée. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Emmanuel, pour tout ce que tu nous as apporté. Je pourrais rebondir avant de donner la parole à la salle, sur la question du chef d'établissement là, qui fait en sorte que les élèves ne se connaissent pas. Je dirais même, j'apporterai sur cette question de sécurisation, cette question de travail des émotions, un échange avec un chef d'établissement en Belgique. On avait fait une recherche, un travail en Belgique il y a 2 ans. Et le chef d'établissement nous avait accueillis et nous avait montré combien l'importance de cette question du lien social, du lien avec les enseignants, du lien avec les professionnels, et comment ne pas, le lien avec les émotions, travailler les émotions, et comment ne pas couper avec ce qui existait déjà au niveau de l'école primaire, en termes de vous êtes dans le secondaire, maintenant c'est différent, on coupe tout, on fait les choses différentes. Et juste pour la question de cette différence, ce chef d'établissement disait, moi, auparavant, j'étais un professeur des écoles. Et en tant que professeur des écoles et directeur de mon école à l'école primaire, dans mon école primaire, il y avait des poissons, il y avait un chat, il y avait un chien. Et là, comme si, quand on arrive dans un secondaire, on n'a pas le droit d'avoir un chien, on n'a pas le droit d'avoir un animal, parce que peut-être que ça va remettre en cause notre autorité, ça va peut-être remettre en cause plein de choses. Et ce chef d'établissement avait décidé de faire autrement. C'est juste en termes d'illustration combien cette question des émotions, est-ce que je dirais juste ce qui me vient quand je t'écoute, c'est combien nous, en tant que psychologues professionnels, on travaille cette question des émotions, on travaille cette question du positif, mais pas le positif parce qu'on n'a aucune
notion de ce qui peut advenir de ce jeune ou parce qu'on ne veut pas le mettre dans tel endroit au niveau de l'orientation, mais puisqu'on sait que ça va le revaloriser, ça va le renarcissiser, et on essaye de trouver le fil pour qu'il puisse s'engager. Donc en fait, dans ce que tu nous dis, on entend bien la question de... Et si on revient aussi au lien de climat scolaire, quand on parle de ce climat scolaire, combien, et ça tu nous diras, mais comment tu peux penser les choses, c'est comment cette question de travailler les émotions, on peut le faire dès le plus jeune âge, dès la 6e, pour qu'ils comprennent leurs émotions au fur et à mesure, que ça permettra dans leur choix d'orientation et que ça travaillera le climat scolaire et plein de choses. Donc je ne sais pas si tu as pensé à des activités particulières dans tes recherches. Alors, moi, je n'ai pas pensé à des activités particulières au cours de mes recherches. Non, ce que je crois, c'est qu'il me semble, ou est-ce que ce que j'ai évoqué un peu ici, mais je ne pourrais pas forcément aller plus loin, peut-être que vous avez d'ailleurs des propositions. Il me semble qu'il faut le plus possible, peut-être faire, dans la classe en tout cas, faire travailler les adolescents entre eux et par affinité. Donc les apparier, en tout cas, faire en sorte qu'ils soient au moins avec un autre partenaire avec qui ils s'entendent bien. Voilà, comme je l'ai évoqué, pour créer des liens, renforcer les relations, voilà, et ça contribue beaucoup, je pense, au climat émotionnel de la classe. Et l'attitude alors là c'est pour les enseignants, mais l'attitude que peuvent avoir les enseignants dans la classe, eh bien, c'est aussi une manière, ça transmet aussi un climat émotionnel dans la classe, c'est-à-dire que chaque élève individuellement va percevoir l'enseignant lorsqu'il s'adresse à la classe entière comme étant plus ou moins à l'écoute, comme étant plus ou moins soutenant, comme étant plus ou moins disponible, même sans s'adresser à l'élève en particulier. Voilà, le seul fait dans son cours, de montrer à différentes reprises dans ses interventions qu'il est à l'écoute, eh bien, peut contribuer à ce que chaque élève individuellement se sente mieux dans la classe et ressente ce climat, un climat positif. Merci. Il y a quelqu'un au fond, à droite ? Voilà, je vais essayer de poser 2 questions difficiles qui me sont inspirées par la référence à un autre modèle ou à d'autres modèles que la psychologie cognitive. Donc, première question, est-ce que ce que vous dites de l'émotion et de la réponse du sujet, je dirais le sujet, à ces émotions, ne repose pas sur le postulat que le stimulus qui cause cette émotion peut être, dans tous les cas, repéré, identifié par le sujet qui en est atteint et qui peut du coup s'en défendre par l'anxiété et par toutes les conduites que vous nous avez décrites, consécutives, notamment l'anxiété. Là, je parle des émotions négatives, hein, bien sûr. Voilà. Et deuxième question, faites-vous la place, et si oui, quelle place, à ces stimulus que le sujet ne perçoit pas, qui ne peut pas identifier, parce que ce qui fait stimulus à ce moment-là agit comme un poison. Et là, je fais référence à un concept qui a été abordé dans l'actualité récemment, le concept du toxique, ce qui agit comme un poison parce que justement, le sujet ne peut pas s'en défendre. Il est empoisonné par quelque chose et il ne sait pas quoi. Il ne s'en aperçoit qu'après coup. Ce qui donne du coup à la question de la cause une dimension supplémentaire, pas seulement d'événements traumatiques ou négatifs perçus par le sujet, mais la dimension d'un discours qui est tenu et auquel il a à faire face et qu'il ne peut pas vraiment repérer. Et là, je pense à des phénomènes comme le harcèlement qui sont à l'ordre du jour, où le sujet ne peut pas se défendre, justement, et ne peut pas créer ce lien social. Voilà. Et puis, puisqu'il était question beaucoup de l'orientation,
La question que je me pose et que je pose derrière tout ça, c'est est-ce que l'orientation peut être seulement vécue de manière négative ou est-ce qu'hélas, elle ne peut pas être aussi vécue de manière toxique ? Alors, c'est beaucoup de questions et des questions très difficiles. Alors, je ne suis pas sûre de tout saisir de ce que vous avez évoqué. Lorsque je parle d'événements, c'est vraiment au sens large du terme, c'est-à-dire que c'est bien sûr des événements concrets, mais de fait, c'est effectivement, en tout cas dans les théories sur les émotions, hein, c'est comme ça que c'est évoqué, ça peut très bien être aussi, par exemple, parce que vous évoquez un événement qui peut être difficilement identifiable, ça peut être une pensée, ou peut-être effectivement une ambiance qui est induite implicitement. Je suppose dans certains groupes, par exemple, comme vous évoquez le harcèlement scolaire, sans qu'il y ait de faits concrets, c'est ça, par exemple? Moi, alors, vous avez compris que je fais référence, c'est pas la première fois ici, à la psychanalyse, qui n'est pas du tout évoquée, bien sûr, dans votre exposé. C'est-à-dire que là, c'est plutôt ce que dit, par exemple, Clotilde Le Guil dans un ouvrage qui vient de sortir, c'est que le sujet a affaire à un discours, et que c'est ce discours qui l'angoisse sans qu'il puisse s'en défendre, quelque part. Et je crois qu'on a aussi, enfin, si je pose la question, c'est que je crois qu'on a aussi affaire à ça dans l'orientation, c'est-à-dire que les élèves sont l'objet, sont pris dans un discours sur eux qui les angoisse et qui les inhibe. Voilà. Et le problème pour nous, dans ce cas-là, c'est d'arriver à identifier, à aider l'élève, le sujet en question, à l'aider à identifier ce qui peut, dans ce discours, le perturber, l'empoisonner quelque part et l'inhiber. Hein. Voilà. Ce qui est, en particulier, puisqu'il était question de l'image de soi ce matin, ou la connaissance de soi, c'est tout ce que les élèves peuvent nous rapporter de négatif, sur eux-mêmes, de leur capacité, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils valent, de ce qu'ils vont faire, etc. Hein, et donc, de quelque chose qui est plutôt de l'ordre, non pas de l'anxiété, mais je dirais plutôt de l'ordre de l'angoisse. D'accord, merci pour cette remarque en tout cas. Et alors c'est vrai que moi, le modèle que je présente, hein, sur lequel je me fonde pour parler des émotions, comme vous l'avez vu, c'est un modèle de psychologie sociale et effectivement pas de psychanalyse, et dans lequel, comme je le rappelle, on voit bien que c'est l'interaction entre la situation et donc les conditions dans lesquelles se trouve l'individu, hein, et effectivement son histoire. Mais les conditions dans lesquelles se trouve l'individu, la situation, le contexte vont jouer un rôle important. Et juste, moi, je rajouterais, puisque j'aime autant la psychanalyse que la cognitive, que la psychologie sociale, et je trouve que tellement, quand on travaille avec des adolescents, surtout dans des situations complexes, on a besoin de mobiliser différentes théories, différentes pratiques. C'est, voilà, comme ils sont en mouvement. Moi aussi, je trouve que c'est important d'être en mouvement. Donc, moi, dans mon ressenti de praticienne, les deux discours ne sont pas contre, mais avec, c'est-à-dire que, effectivement, la question du harcèlement, c'est un processus, et la personne prise dans ce processus ne peut ne pas voir un certain nombre de choses, mais on sait bien combien ce n'est pas à nous de lui dire que c'est toxique, c'est comment il ressent cette émotion qui va nous la verbaliser d'une certaine façon, et comment on va travailler toute cette affaire-là. Et en tout cas, moi, sur cette question des émotions, c'est vrai qu'avant, effectivement, on ne travaillait pas toutes ces questions d'émotions, on ne mettait peut-être pas des ateliers en place, voilà. Mais comme on le dit, hein, avec différents séminaires au fur et à mesure, on est dans un monde en changement, dans un monde traumatique, et avec question de l'espoir ou de pas d'espoir, et dans un monde économique qui joue sur les émotions. Donc, qu'en est-il des adolescents qui sont bouleversés par des émotions aussi qu'ils n'identifient pas, et comment nous, en tant que praticiens, pouvoir aider à les permettre d'être en compréhension de toutes ces émotions. C'est pour ça que moi je trouve qu'on peut être avec, mais pas contre. Alors, je vais essayer de faire quand même que ça soit une question. Bon, déjà, merci beaucoup, parce que je trouve ça vraiment riche, intéressant, et les liens qui sont faits sont importants pour la profession en ce moment, je pense, par rapport
aux enjeux et comment des interlocuteurs ou des partenaires que l'on a veulent découper ces questions-là. Donc là, merci de montrer qu'il y a un sens. Moi, ce que je retiens, et je pense qu'on le vit aussi au quotidien, c'est-à-dire qu'il peut aussi y avoir beaucoup de joie chez certains jeunes de s'engager dans un processus exploratoire. Je retiens ça, ce processus exploratoire, et comment on le mobilise. Ce qui m'interroge, c'est que j'ai l'impression que les dispositifs qui sont proposés, quand je parle des dispositifs, c'est au niveau institutionnel, parcours du combattant, c'est plus par la crainte et la peur et l'obligation que l'on cherche, que certains cherchent à mobiliser ce processus. Alors je suis en train de faire la réponse, c'est pas une question. Oui. Ce processus exploratoire, et je me demande, mais c'est-à-dire qu'on doit arriver, comment arriver à faire comprendre, notamment à des enseignants, mais à d'autres partenaires, que c'est par la joie qu'on explore et pas par la crainte ou l'obligation ou la nécessité. Le fameux, je donnais l'exemple, là, l'histoire de la découverte métier 5e, où j'anime des formations, des enseignants, j'ai donné l'exemple à plein de gens, dans un petit collège. Ok, on fait un truc joyeux avec des visites, etc., et que ça peut être très riche et très intéressant, mais c'est un petit collège, il n'y a pas beaucoup de monde, on peut faire beaucoup de choses. Et dans le collège, dès que ça dépasse 600, du coup, on va repérer les élèves dont on se dit qu'eux, il va falloir qu'ils s'orientent, j'utilise les mots. Et du coup, ça devient une obligation, ça devient plus de la joie. On est retiré de sa classe, voilà. Ça recoupe tout ce que vous dites qu'il ne faut pas, quelque part. Contrainte. Comment le faire comprendre ? Comment faire comprendre qu'il faut de la joie, de l'enthousiasme, qu'il ne faut pas que ça tranche avec justement le copain, lui on a pensé qu'il n'a pas besoin de s'orienter ou d'y réfléchir très vite, mais toi tu as besoin d'y réfléchir très vite. Comment en parler ? Comment arriver à en parler à des chefs d'établissement, à des enseignants, à différents partenaires que l'on a ? C'est une remarque, je pense, plus qu'une... non, je dis quand même comment faire. Comme vous l'avez évoqué, c'est-à-dire il y a la question des moyens derrière, c'est sûr, qui est importante, je pense, parce que comme vous le dites, si on embarque dans ces processus exploratoires de recherche d'information qu'une partie des élèves, on a le sentiment effectivement que l'autre partie, que c'est une forme de sanction en fait, forme de sanction ou parce que nous on en a besoin, les autres n'en ont pas besoin parce qu'on est dans des conditions très spécifiques. Donc ça aussi suscite peut-être aussi une certaine forme, à la limite, de sentiment de discrimination. Mais sinon, voilà, moi je ne suis pas sur le terrain, mais trouver des ateliers qui permettent effectivement d'explorer par le jeu. Peut-être, par exemple, si on fait là encore une fois, comme vous le disiez, si on fait travailler les adolescents ensemble, par affinité, je pense qu'ils feront ces ateliers aussi avec beaucoup plus d'enthousiasme s'ils ont le sentiment de faire ça soit seuls, soit avec un camarade de classe, mais qui n'est pas forcément quelqu'un avec qui ils ont de bonnes relations. Et réussir à trouver effectivement des activités relativement attrayantes, pas stressantes, parce que rechercher de l'information, c'est quelque chose de difficile en fait. On a souvent le sentiment que c'est assez spontané, mais ça suscite aussi, pour le coup, toutes sortes d'émotions. Rechercher des formations, des métiers, on peut le faire avec enthousiasme et puis on va trouver une information d'un seul coup qui va aussi nous décourager ou nous stresser parce que ça ne va pas dans le sens que l'on pensait, ça remet en cause certaines représentations qu'on avait peut-être sur certains métiers. Et donc ça nécessite aussi, comme c'était évoqué dans la séance précédente, un accompagnement derrière, c'est-à-dire qui permette d'encadrer aussi peut-être cette recherche d'information. Alors peut-être de manière collective, parce qu'on peut faire des ateliers où on aide, je pense, les adolescents à partir d'outils, à explorer ces formations, à explorer la connaissance de soi, la manière dont on voit ses connaissances, ses limites, ses compétences dans certains domaines, les valeurs auxquelles on peut adhérer. Donc tout ça, ce sont des éléments qui peuvent se faire, à mon avis, par des ateliers collectifs et qui peuvent peut-être être relativement enthousiastes.
Moi, j'avais une question sur les ateliers qui visent à développer les compétences socio-comportementales et les émotions positives, parce que c'est très encouragé dans le milieu scolaire, rarement fait par des psychologues. Donc, je voulais savoir s'il y avait des études scientifiques qui sont faites sur l'évaluation de ces différentes interventions, d'autant que, comme vous l'avez souligné, il y a des différences sociales importantes quand même dans la manière de se projeter dans l'avenir, d'anticiper son avenir et dans les émotions que ça provoque. Et donc je suis assez sceptique quand même, il faut le dire, mais peut-être il y a des travaux qui vont me démentir, sur un effet franchement émancipateur de tels projets. Alors moi, je n'ai pas connaissance, pour vous répondre très franchement, d'études qui montreraient des effets. Je ne suis pas sûre qu'il y ait de travaux même là-dessus, qui montreraient des effets sur les émotions. Mais je suis d'accord avec vous. Souvent, les émotions, c'est temporaire. On les induit dans certaines activités. C'est assez évanescent aussi. Donc, il faut pouvoir maintenir ce climat de manière un peu plus pérenne pour que ça ait un effet sur le long terme. Et sur la question des milieux sociaux, je pense qu'effectivement, vous avez raison, ce n'est pas de simples activités qui vont faire la différence entre ceux qui ont des perspectives d'avenir, peut-être qui les perçoivent de manière plus anxiogène que d'autres. Là, je pense que c'est un travail de fond beaucoup plus important et il faut s'interroger sur les conditions dans lesquelles, à la fois de vie de ces personnes, d'inégalité qu'il peut y avoir dans les parcours. Et on peut penser que ces perspectives le fait, par exemple, que les adolescents sociologiquement défavorisés, alors les différences ne sont pas très fortes, mais elles reviennent de manière systématique. Le fait qu'ils ont plus le sentiment de peur d'échouer ou de peur de décevoir leurs parents, c'est probablement lié aussi à la pression exercée sur la réussite, c'est-à-dire c'est le seul moyen pour eux peut-être d'accéder à dépasser le niveau socio-économique dans lequel ils sont par rapport à leurs parents. Et puis, c'est aussi beaucoup renforcé par la connaissance qu'ils ont et de ce qu'ils voient autour d'eux. Leurs proches, leurs parents, en général, n'ont pas fait d'études, par exemple, n'ont pas pu accéder à un diplôme, du coup se trouvent dans des conditions précaires, avec un travail précaire, des emplois précaires. Et donc tout ça, ce sont des choses qui sont vécues au quotidien et puis qui peuvent contribuer à développer peut-être ce type de peur. Et une perspective d'avenir, anticiper une perspective d'avenir de manière beaucoup plus angoissante. Et là, je ne pense pas que c'est par de simples activités, effectivement, qu'on pourrait modifier les choses. Il faut faire un travail de fond plus au niveau sociologique. Il faut faire un travail de fond avec les enseignants. Oui, alors, excusez-moi, bonjour. J'aurais voulu savoir, en tant que chercheuse dans le domaine des émotions, si vous faisiez le distinguo entre sentiments, émotions, affect. Et vous nous avez présenté un modèle qui prend en compte des émotions primaires, joie, colère, peur et éventuellement dégoût. Moi, j'avais déjà vu des modèles aussi incluant celui-ci. Est-ce que vous pourriez nous recommander justement des modèles qui nous préciseraient un classement des émotions ou en tout cas des choses sur lesquelles on pourrait se référer assez aisément? Merci. La première question, déjà, vous pouvez me la rappeler, je me souviens plus. Si vous faites le distinguo entre affect, oui, alors sentiment, dans les travaux et émotion. Dans la plupart des théories des émotions, il y a effectivement, vous avez raison, la distinction entre sentiments, humeur, émotion. Les émotions, on sait qu'elles sont en général plus intenses et plus brèves. Les sentiments, c'est quelque chose de plus qui impulse sur la longueur. Et les humeurs, elles sont beaucoup plus souvent, invasives et ne portent pas forcément sur des objets déterminés. On peut être d'humeur déprimée sans savoir exactement pour quelle raison on est d'humeur triste aujourd'hui. Donc il y a effectivement des différences. Moi, j'ai parlé ici des émotions au sens large du terme, sans rentrer dans les détails. Mais en fait, on observe des effets à peu près quand même comparables
qui vont dans le même sens, même s'il peut y avoir des différences, certaines différences pour ces 3 formes d'émotions. Pour la question des émotions, après, vous avez des ouvrages. Alors, vous avez le modèle de Plutchik, je crois, Plutchik, qui évoque effectivement toutes sortes d'émotions, émotions primaires mais secondaires, qui sont construites notamment sur les émotions primaires et qui sont beaucoup plus complexes et développées, et qui sont liées là aussi aux émotions qu'on développe dans ces rapports avec les relations sociales et avec la société. Vous avez un excellent ouvrage qui traite des émotions en général, qui s'appelle « Le partage social » de Bernard Rimet, et qui définit très clairement tout l'aspect processus émotionnel et des différents types d'émotions. Voilà. Et vous y trouverez en fait toutes sortes d'autres références sur les émotions et voilà, toutes les théories des émotions qui permettent de savoir un peu plus comment on les définit.